Les montagnes hallucinées de Lovecraft. Le 25 janvier à 7h15, nous décollâmes en direction du nord-ouest, McTagg étant aux commandes avec 10 hommes, 7 chiens, un traîneau, une réserve de carburant et de nourriture et diverses autres choses, y compris la radio de bord. Le temps était clair, assez calme, et la température relativement clémente. Nous ne prévoyions pas de difficultés pour atteindre la latitude et la longitude indiquées par Lake pour situer son camp. Nos craintes concernaient ce que nous allions trouver ou ne pas trouver à la fin de notre voyage, car la réponse à tous nos appels au camp était toujours le silence. Chaque incident de ce vol de 4h30 reste gravé dans mon souvenir à cause de sa situation cruciale dans ma vie. Il marque pour moi la perte, à l'âge de 54 ans, de toute la paix et l'équilibre dont jouit un esprit normal, grâce à sa conception familière de la nature autour de nous et des lois de cette nature. Les 10 hommes que nous étions, mais l'étudiant Danforth et moi plus que tous les autres, eurent dès lors à affronter un monde d'une hideur démesurée, d'horreur aux aguets, que rien ne peut effacer de nos émotions, et que nous voudrions éviter de partager, si c'est possible, avec le reste de l'humanité. Les journaux ont publié les communiqués que nous envoyions de l'avion en vol, racontant notre course non-stop, nos 2 combats en altitude contre la traîtrise des coups de vent, notre aperçu de la zone défoncée où Lake, 3 jours plus tôt, avait creusé son puits à mi-chemin, et notre découverte d'un groupe de ces étranges cylindres de neige duveteux qu'Amundsen et Bird ont décrits, roulant sans fin dans le vent sur des lieues et des lieues de plateaux glacés. Un moment vint pourtant où nos impressions ne pouvaient plus se traduire en aucun mot que la presse put saisir. Et puis, un autre encore où nous dûmes adopter une vraie règle de censure rigoureuse. Le marin Larsen fut le premier à percevoir devant nous le profil déchiqueté des cônes et des sommets ensorcelés, et ses exclamations attirèrent tout le monde au hublot du grand avion. Malgré notre vitesse, ils furent très lents à imposer leur massive présence, d'où nous conclûmes qu'ils devaient être à une distance considérable et que seule leur fantastique hauteur pouvait accrocher le regard. Peu à peu, cependant, ils montèrent inexorablement dans le ciel occidental, nous laissant discerner les différents sommets nus, désolés, noirâtres, et saisir le sentiment bizarre d'imaginaire qu'ils inspiraient dans la lumière rougeâtre de l'Antarctique, avec, en arrière-plan, le défi des nuages irisés de poussière de glace. Il y avait dans tout cela l'ombre tenace et pénétrante d'un formidable secret et d'une révélation suspendue. Comme si ces flèches de cauchemar étaient des pylônes d'une redoutable porte ouverte sur les domaines interdits du rêve, les abîmes complexes des temps lointains, de l'espace et de l'ultradimensionnel. Je ne pouvais m'empêcher de les sentir malfaisantes, ces montagnes hallucinées, dont les versants plus lointains veillaient sur quelque ultime abysse maudit. L'éclat voilé de cet arrière-plan de nuages effervescents suggérait l'ineffable promesse d'un vague outre-monde, éthéré, bien au-delà de la spatialité terrestre, et rappelait effroyablement le radical isolement, la mort immémoriale de cet univers austral, vierge et insondable.